peut-être commencer... donc je vous ai dit, pour les histoires de coûts, à moins que l'un d'entre vous veuille répondre, donner une fourchette, hein, mais l'idée n'est pas de donner un devis, on est là plutôt sur les innovations, sur les aspects techniques, technologiques, évolution des performances, etc. Donc vous pourrez en discuter en aparté, mais tout le monde vous pose des questions sur les coûts de CAPEX et OPEX, hein, Capital Expenditure et Operation Expenditure. Donc une question, par exemple, pour Michael Trido de Terrao. Est-ce qu'il y a des actions sur les particules fines? C'est une question de Jérôme Toureuil d'Indigo. Oui, en fait, le système, lorsque on vient y ajouter quelque part l'injection d'ozone pour traiter les NOx, de facto, le passage des fumées dans le bac d'eau, hein, va forcément rabattre également les poussières. Un petit peu comme ce qu'il n'y avait pas sur sur le schéma. Donc une filtration des poussières qui est très performante. Notamment sur les PUF, donc les particules fines et ultra fines, PM2,5, donc avec des performances qui sont au moins aussi bonnes que les systèmes par voie sec. Et donc tout ça associé bien sûr à la condensation, parce que ça c'est très très important par rapport à des laveurs classiques, c'est que les performances du condenseur, de notre condenseur, c'est la condensation, et notamment par rapport à la filtration. En fait, le fait d'avoir cette condensation permet d'avoir toujours des concentrations faibles. Donc on travaille vraiment à l'inverse d'un laveur classique qui, lui, travaille plutôt en saturation. Ben, nous, ça va être l'inverse. On va travailler en condensation. Et justement, pour pouvoir avoir des bonnes performances, que ce soit en termes de condensation d'acide ou de captage de poussière, plus on va condenser et plus les performances vont être élevées. Merci. Une question pour Apos. Combien d'installations sont en fonctionnement en Europe? Question de Dominique Plumaille de Céden. Vu de nez, je vous dirais une trentaine. On a tendance à s'installer généralement sur des chaudières qui sont au-dessus de 10 MW, donc ça réduit quand même un petit peu le champ d'action. Mais il me semble une trentaine. Ouais. Alors je dirais que au moins la moitié serait en Allemagne, et après on s'est beaucoup installé en Europe de l'Est, notamment. Il y a pas mal d'activités de production de panneaux de bois aussi là-bas, donc des usines, et pas mal en Turquie aussi. Donc voilà, et on arrive doucement en France, donc doucement, chaque chose en son temps. Une question qui est pour plusieurs à la fois. Pouvez-vous préciser l'entretien nécessaire et notamment la fréquence dans cet entretien? On commence peut-être avec Nicolas Villarval et puis ensuite les autres d'ailleurs, puisqu'elle s'adressait à vous tous en fait. L'entretien sur les échangeurs, les échangeurs électrostatiques, en réalité, j'ai pas eu le temps de le présenter, mais il y a une queue de cochon qui se trouve autour des électrodes, donc il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien, sauf effectivement au moment de l'entretien annuel où on recommande d'ouvrir l'électrode pour inspecter l'électrode, mais en tant que tel, il n'y a pas de maintenance. Les autres? Fréquence de l'entretien? On fait en ligne ou... Oui, allez-y en ligne. De notre côté, c'est une fois par an. On a un contrat de maintenance, on fonctionne comme ça, avec une fois par an une validation de la qualité des mesures, et on change les émetteurs. Voilà. Pour ce qui est du Terrao, ben on va suivre un peu le fonctionnement de la chaudière, puisque lorsque la chaudière est arrêtée, le système Terrao doit forcément être vidangé, hein, pour des questions de prolifération dans l'eau. Donc une fois qu'il est vidangé, ben ça coûte rien de l'ouvrir et puis de faire un petit nettoyage classique. Mais comme je disais tout à l'heure, tant qu'on a de la condensation, on apporte beaucoup d'eau, on lave, on rince constamment, et donc on évite les problèmes d'encrassement et ces choses-là, quoi. Et après, c'est de la maintenance classique d'équipements très connus, très fiables, que sont des pompes à eau et des ventilateurs, quoi. Donc très simple, quoi. Et pour Vinke, de toute façon, avec le turbo, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est ça. Alors, bon, en gros, on parle d'une installation globale, mais l'idée de cette installation qui permet de faire un test, c'est d'avoir un arrêt par an. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'encrassement de la chaudière soit tel qu'on puisse s'arrêter une fois. Si le client a 2 arrêts par an programmés sur son site, on fera 2 arrêts par an. On va tout simplement aller gérer justement ce mélange entre la partie chimique et la partie combustible.
pour se coller le plus possible à ce dont le client a besoin. S'il s'arrête 4 fois par an, on ne va pas s'amuser à surinvestir pour avoir un seul arrêt par an, quoi. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette machine, c'est de pouvoir faire des tests et d'aller chercher l'optimum technico-économique à tout niveau, en termes de CAPEX et d'OPEX. Ok, alors vos questions entraînent d'autres, ça arrive vite. Terao peut-il expliquer pourquoi il n'a de traitement d'eau que dans 5% des cas? Que deviennent les polluants captés dans les autres cas? Toujours la même réponse, c'est lié à la condensation. Faut savoir que sur un fonctionnement en condensation, on peut condenser et évacuer 3 tonnes d'eau par heure. Donc les polluants captés qui sont peut-être trop importants par rapport au VLE dans les fumées, une fois qu'ils sont captés dans 3 tonnes d'eau, bah, la concentration de ce polluant, forcément, elle devient plus faible. Donc, typiquement, je prends le cas des poussières. La norme, elle est à 600 mg par litre. Quand vous condensez, vous évacuez 3 tonnes d'eau par heure, bah, vous avez la capacité d'évacuer beaucoup de poussière. C'est de la dilution, mais c'est pas de la dilution... comment dire, illégal, c'est naturel, quoi. Hein, donc, parce qu'on peut, la dilution est interdite en France, mais là, pour le cas, vu qu'on condense, on dilue énormément. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 5% des cas. Si, par exemple, on fait de la concentration, de rabattement de poussière sur une chaudière qui n'a aucun système de filtration, là, effectivement, on va se retrouver avec une norme, on va être dans les 5% de cas où il faut effectivement traiter. Et on peut faire avec les autres polluants. Si on parle du cas des NOx, bah, il peut se passer qu'effectivement, d'avoir un taux d'azote trop élevé. Ça peut être le cas. Mais si on a la condensation, c'est pour ça que c'est très important, eh bien on va se retrouver toujours, pas toujours, mais dans la plupart des cas, en dessous des normes de rejet. Une question pour Nicolas Villerval des OMAT qui vient de Mathilde Amège, Cofor PACA. Quelle efficacité ce système dans le temps? Y a-t-il pas un colmatage rapide? Alors l'efficacité dans le temps, c'est un système qui a été mis en œuvre maintenant il y a 3 ans. Donc on sera toujours plus à l'aise pour en parler dans 20 ans. Pour autant, la technologie en tant que telle est une technologie électrostatique, donc assez historique, donc il n'y a pas de raison quand elle se mette à plus fonctionner, à moins que l'électrode effectivement vienne à avoir un défaut. Donc je précise, effectivement, il y a un certain nombre d'électrodes dans la machine, donc si certaines électrodes deviennent défectueuses, il faut potentiellement les remplacer. Mais en dehors de ça, une fois que l'électrode fonctionne, le système est forcément fonctionnant. Sur son colmatage, j'ai été un petit peu rapide sur le sujet de la maintenance. En réalité, la vis queue de cochon qui est à l'intérieur et qui est autour, qui en fait est à l'intérieur de l'échangeur, vient décolmater en permanence. C'est un système qui fonctionne toutes les 15 minutes, donc effectivement qui vient décolmater en permanence le gâteau accumulé. Hein. Il y a un gâteau accumulé par le filtre électrostatique, et donc ce gâteau vient se décolmater toutes les 15 minutes. Donc très concrètement, il n'y a pas de risque de colmatage. Ça, c'est mécanique et c'est certain. Pendant que vous avez le micro, une question peut-être un peu plus difficile. Question de Louis Rovira de la Serme, toujours pour Montpellier, concessionnaire des réseaux de chaleur de la ville de Montpellier. Merci pour votre exposé, notamment sur le comparatif portant sur l'efficacité des différents systèmes de filtration en fonction de la taille des particules. Quelles sont vos sources pour ces informations qui sont difficiles à obtenir? Absolument. Les sources, en réalité, c'est un diagramme qui existe, qu'on retrouve effectivement sur Internet. C'est une synthèse qu'on en a fait. Je l'ai bien indiqué comme étant indicative. Alors, à la fois, effectivement, on arrive, quand on se renseigne auprès de chaque constructeur, on arrive en fait, à reconstituer les données. J'ai bien noté que c'est un diagramme qui était indicatif. C'est toujours délicat. Pour autant, il a l'air, effectivement, globalement, pour l'avoir partagé de nombreuses fois avec différents industriels, il a l'air représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Mais la source, c'est la nôtre. Alors une question pour plusieurs. La technologie que vous présentez peut-elle être généralisée à d'autres types de biomasse? Pour moi? Oui, entre autres. C'était pour Vinke, pardon. Oui. Eh oui, mais il faut m'en transmettre toute la question.
C'était pour Vinke, pardon. Alors, l'objectif, donc ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment un développement. C'est la première chaudière qu'on a sans grille de combustion, pour le dire clairement. L'objectif de cette machine-là, que vous avez vue sur la photo et que vous pourrez voir en 360 degrés si vous cliquez sur le lien, c'est de tester un tas de nouveaux combustibles issus de l'agro, sur lequel aujourd'hui on n'avait pas forcément la possibilité de faire des tests. Il faut savoir que c'est pas évident d'aller trouver, même si on a beaucoup de machines, pas toujours évident de trouver un industriel ou un exploitant qui veut bien qu'on utilise sa machine pour faire des tests, sachant que si derrière ça se plante, c'est déjà arrivé, on colmate la chaudière et on met 2 semaines à aller décolmater le jouet. Donc l'objectif de cette machine-là, c'est une machine qui ne produit rien. Donc en hiver, Buller chauffe ses bâtiments avec pour pas cracher le mégawatt aux oiseaux. Le reste du temps, tout part aux oiseaux. C'est vraiment un outil, c'est plus qu'un... On est au-delà du démonstrateur industriel, on est déjà au mégawatt thermique continu. L'objectif, c'est d'aller tester tout un tas de nouveaux combustibles. Il y a déjà des combustibles, par exemple, qu'on brûle aujourd'hui sur des grilles de combustion, qu'on va pouvoir aller tester sur cette machine-là, parce que, comme je l'ai expliqué dans la présentation, avec des grilles de combustion, avec les normes de rejet qu'on a aujourd'hui et les problèmes de NOx, on se retrouve avec des machines qui sont très grosses, et aller faire une chaudière de 3 à 4 mégawatts avec une grille de combustion et un volume énorme de foyer, ça n'a plus de sens. Le gros avantage de cette machine, alors je suis sur 10 minutes, on passe très vite, mais grosso modo, il faut imaginer qu'on a une combustion quasi instantanée du combustible sur cette partie verticale. Sur 2 mètres, tout est brûlé, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de CO. On a vraiment une combustion très rapide, étagée, mais très rapide. Et derrière, on a juste un récupérateur de chaleur. Dans ce cas-ci, c'est une chaudière eau chaude. On peut faire la même chose avec une chaudière, une chaudière vapeur. On mettrait les tubes à l'horizontale. L'objectif étant de tester le pouvoir encrassant du combustible, savoir si on doit le broyer ou pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est est-ce que le combustible tel que la ligne de production agro va le produire, on peut le brûler tel quel ou pas. Si pas, on peut le broyer. Et puis ensuite, en fonction de la température de fusion des cendres, savoir s'il faut aller rajouter un petit peu de chimie et combien, et pouvoir faire des essais pour vérifier à partir de quel moment on n'a plus de soucis d'encrassement et on peut continuer de faire fonctionner la machine. C'est vraiment l'objectif. Donc, ce que vous avez là, c'est une machine de test. Une ultime question à Jérôme Béharel. Avez-vous testé la combustion de boue d'épuration? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, mais on ne le fait pas. Voilà, par volonté de la société de ne pas aller dans ce domaine-là. On a fait des tests, oui, ça fonctionne, non, on veut pas le brûler. Le problème des boues, c'est qu'on peut retrouver énormément de métaux lourds dedans. Finalement, c'est ce qu'on va retrouver c'est ce qui vient des stations d'épuration. Et voilà, on n'a pas envie d'avoir un risque d'émission en sortie. On a le problème d'avoir des concentrations par moment pic sur ces steppes, sur ces boues. Des concentrations de certains métaux qui sont très difficiles à aller capter en pointe. Je pense par exemple au mercure, qui est une catastrophe à aller choper. C'est-à-dire que si vous mettez du charbon actif, il va réagir avec tout sauf avec le mercure. Et quand il reste du mercure à la fin, il va vraiment commencer à se dire « Ok, bon, allez, il n'y a plus que ça à faire, je vais le faire ». On peut avoir de gros soucis. Pour cette raison-là, ce n'est pas un combustible qu'on a envie d'aller brûler. Donc tant qu'il y a autre chose à brûler, on préfère brûler autre chose. Voilà. Vous laissez ça, il me semble avoir animé une table ronde, c'était les fours à lit fluidisé qu'on utilisait, entre autres. Oui, voilà. Donc, ça, c'est une technologie de combustion. Maintenant, dès qu'il y a des métaux lourds, de toute façon, ils vont se retrouver au niveau de la filtration. Et même dans un système de lui fluidisé, ils vont avoir ce problème d'abattement en sortie. Ouais. Si on a une mesure en semi-continu, c'est très souvent le cas pour les métaux lourds, on va avoir une cartouche, on va la sortir au bout de 6 semaines et on va se rendre compte qu'on a envoyé plein de trucs à la cheminée et qu'il ne fallait pas. Voilà. Et la faute à qui? Très, très compliqué parce qu'il n'y a pratiquement aucune mesure en continu qui permet de vérifier tous les métaux lourds qui sortent à une cheminée. Donc c'est très difficile de faire une régulation rapide, en boucle fermée, sur des métaux lourds. Merci pour cette précision. Je crois